laisse apprécier la qualité des dessins de Madame Kay Picot, qui est là-haut, en tour d'observation et qui croque excellemment nos débats. Merci beaucoup, Madame Picot. La singularité militaire, très beau sujet, se comprend généralement par la nature spécifique des missions des armées. Comment s'exprime-t-elle dans la démarche simplification? Quelle est la vision de chacune des armées dans son propre milieu? C'est ce que nous allons découvrir sur cette table ronde avec les interventions des représentants des états-majors d'armée. Sans plus attendre, parce que je sais qu'il est très attendu, je me tourne vers le général Pagès, sous-chef performance de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, pour lancer cette table ronde. Donc, bon général, la question, c'est comment est-ce que votre état-major appréhende-t-il la singularité militaire et les enjeux de simplification? Pouvez-vous nous illustrer la dynamique mise en œuvre? Merci. Merci Hervé. Alors, quand j'ai vu cette table ronde, je me suis dit qu'il va falloir définir ce qu'est la singularité militaire. Donc, on n'a pas 5 heures pour rédiger, mais on a quelques minutes. Alors, j'ai mis en exergue tout d'abord, on va parler, je pense, de singularité des armées et de spécificité d'armées. Singularité des armées, avec notre mission qui est de défendre la France et les Français, c'est une véritable singularité en elle-même. Et on évolue pour faire cette mission dans un environnement dont la complexité s'accroît. Donc un référentiel très complexe, avec des engagements risqués, où on peut être meurtri, où on peut perdre la vie, avec des outils, des ressources qui évoluent en permanence et qui portent en eux les effets des réformes passées. Quant aux spécificités d'armée, ce qui nous caractérise, ce sont avant tout nos missions, ce sont avant tout nos responsabilités, nos expertises de milieu, nos systèmes d'armes, nos métiers extrêmement pointus. Et puis pour l'armée de l'air et de l'espace, nos bases aériennes, le colonel Anne-Laure Michel en a parlé, nos bases aériennes qui sont de véritables outils de préparation opérationnelle et de véritables outils de combat. Donc dans ce cadre extrêmement complexe, qui ne doit pas laisser de place, je pense, au superflu, à l'approximatif, il faut savoir cependant rester agile. Il faut savoir commander en gérant le risque. Le colonel, le chef de corps de l'armée de terre en a parlé tout à l'heure, donc commander en gérant ce risque et commander surtout en donnant du sens. Et c'est là tous les enjeux de la simplification. C'est un enjeu avant tout essentiel de performance, mais c'est aussi, comme le disait le chef d'état-major des armées, un enjeu aussi de fidélisation. Il nous faut non seulement accroître l'efficacité opérationnelle, mais il nous faut aussi donner du sens, donner de la satisfaction, je pense, aux individus qui composent nos armées. Ça doit être pour ce faire impulsé à très haut niveau, pour libérer les énergies à tous les étages, pour développer, comme l'a dit le chef d'état-major des armées, un état d'esprit. Donc ça a toujours été au cœur des préoccupations de l'armée de l'air et de l'espace et depuis des années. Et le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace l'a réaffirmé dans sa vision stratégique en 2022 en déclarant qu'il voulait une armée de l'air audacieuse, agile, ouverte et connectée, non seulement pour remplir ses missions, mais pour proposer au chef d'état-major des armées des effets décisifs. Ça a été décliné dans notre plan stratégique 2022-2025, où une des 5 lignes d'opération concerne la modernisation de notre fonctionnement. Une modernisation qui va passer par la réorganisation de nos structures, par la simplification de nos processus, mais aussi par une numérisation du quotidien qui doit changer d'échelle. Alors je vous donnerai 2 axes d'exemple. Tout d'abord sur la réorganisation de nos structures et après la simplification de nos processus. On a axé tout d'abord la réorganisation de nos structures d'une part sur nos états-majors et sur la structure aussi de nos bases aériennes pour les rendre plus efficients. Donc pour nos états-majors et nos grands commandements, on a décidé de mener un projet qui s'appelle Altaïr, qui était débuté l'an dernier avec une échéance cette année, avec une approche par processus pour faciliter les prises de décision. On a visé une clarification des niveaux de responsabilité, une clarification de l'attribution des processus, un responsable, un processus, pour ne pas qu'il y ait de confusion entre le rôle des états-majors, des grands commandements, des brigades et des bases aériennes. On a renforcé le lien entre la conduite des opérations et la préparation opérationnelle. On a visé une meilleure animation des processus avec nos bases aériennes et leur environnement. Ça s'est traduit
donc ça sera effectif cet été, l'évolution d'un grand commandement, le commandement des forces aériennes, qui va évoluer en commandement territorial de l'armée de l'air et de l'espace. On a visé aussi le raccourcissement des chaînes hiérarchiques et renforcer la subsidiarité dans nos brigades. 3 brigades vont être attachées directement au major général de l'armée de l'air et de l'espace au travers de son comité exécutif. Auparavant, ils étaient au sein d'un grand commandement. Une meilleure synergie technico-opérationnelle, le rapprochement. Nos précédentes réformes avaient un petit peu écarté les chaînes d'état-major entre les mécaniciens et le personnel navigant. Donc on va rapprocher ces équipes mécaniciens des personnels navigants dans 2 brigades aériennes en charge des avions de transport, des hélicoptères, de l'aviation de chasse et de la défense solaire. Une meilleure visibilité aussi sur le territoire avec 3 OGX, 3 officiers généraux avec leurs équipes qui vont être envoyés de Bordeaux, qui vont être transférés de Bordeaux vers Orange, Nancy et Orléans. Et enfin une dynamique, une cohérence visée pour le numérique avec la création en septembre dernier de la DSI de l'état-major de l'armée de l'espace sous la direction d'un officier général numérique et la création du centre numérique de la donnée à Mont-de-Marsan. Concernant les bases aériennes, on mène en ce moment, depuis septembre dernier, une expérimentation pour faire émerger, je dirais, la structure d'état-major local la plus pertinente, la plus simple, la plus efficiente. Et on a décidé, pour faire parler les acteurs de terrain, d'expérimenter 3 organisations différentes sur 3 bases aériennes différentes et d'en tirer un retour d'expérience cet été avant une adaptation éventuelle s'il y a lieu, donc en cible 2024. Concernant la simplification de nos processus, outre je dirais des mesures qui ont été prises et des expérimentations qui étaient menées dans le MCO et plus particulièrement dans le soutien opérationnel de nos aéronefs, outre une simplification visée avec des mesures concrètes dans le domaine de la mise en œuvre de la navigabilité, mais je citerai surtout un métaprojet avec un axe levier assez fort qu'on a intitulé DRHA 4.0, qui engerbe une trentaine de projets en vue d'améliorer, notamment contribuer à l'amélioration de l'attractivité pour nos personnels et la fidélisation de nos cadres. On a visé une chaîne RH plus simple, plus performante, plus accessible, avec un aviateur davantage acteur de son parcours, avec des moyens de travail, de formation, d'aide à la décision plus performants. 3 axes assez clairs: dématérialisation des démarches, automatisation des processus de traitement et de présentation des données, et renforcement du dialogue avec des outils adaptés. Ça a innervé l'ensemble des fonctions RH. On le mène depuis plusieurs années et ça continue chaque année avec des expérimentations et des mises en œuvre assez concrètes d'outils, notamment dans la fonction recrutement. Pour nos spécialistes du recrutement, on contribue au développement de l'outil du système d'information interarmée qui est rénové en ce moment, Sparta, pour nos acteurs du recrutement, mais aussi on a mis en place un outil GeoDirect, un outil de cartographie pour nos experts RH dans ce domaine, un outil de cartographie à partir de données sources ouvertes, visualisant sur une carte de France les viviers potentiels du recrutement, mais aussi partageant les performances de nos centres de recrutement. Chacun a accès à la performance de l'autre centre. Pour nos candidats, pour certains types de recrutement, on utilise un outil interministériel, démarche simplifiée, pour dématérialiser les démarches de recrutement et simplifier les démarches. On utilise aussi pour les recrutements externes un outil, inscription.com, c'est un peu le Doctolib, en fait, qui dématérialise la prise de rendez-vous pour les concours externes. En matière de formation, on a un projet depuis de nombreuses années qui est Smart School, qu'on a intitulé Smart School. Pour le résumer, on a développé pour nos écoles de formation initiale un réseau informatique, un portail d'accès à ce réseau, et puis on a repensé, et on repense toujours, nos formations, la digitalisation de nos formations. C'est une révision de l'ingénierie pédagogique totalement repensée, des cours et des TP numériques digitalisés qui sont en ligne, et ça a fait ses preuves pendant la période Covid, et on a introduit la réalité virtuelle pour une formation plus individualisée, plus orientée vers une formation par la réussite. En matière de mobilité, nos aviateurs, depuis le début de l'année, ont accès à un outil qu'on a appelé Équipage, qui est un outil, une carte de France, qui plotte un peu nos bases aériennes et qui, toujours en open data, vient coller des données socio-démographiques autour de nos bases aériennes qui permettent au personnel de se renseigner sur le territoire, les centres de loisirs, les centres sportifs, les logements, les emplois, la santé, l'éducation, les transports,
avant d'émettre des souhaits pour sa mutation ou pour préparer son arrivée sur sa nouvelle base aérienne. Pour nos experts RH, un outil qui a été développé, nos experts RH de mobilité, un outil d'aide à la décision dans les travaux de commission de mutation sous-officiers. Nous avons plusieurs milliers de mutations par an. L'idée, c'est de faire matcher, aider à faire matcher les contraintes entre besoins, souhaits et nombre de mutations qu'il faut limiter à un nombre le plus bas possible. Il n'y a pas de mutation par principe. En matière d'administration, administration RH, on a développé, notre SI RH s'appelle Orchestra, donc on a développé e-Orchestra. Chaque aviateur, depuis quelques temps maintenant, peut accéder de façon dématérialisée à sa carte de visite RH, peut mettre à jour ses données RH et être un acteur et suivre ses demandes RH, ce qu'on appelle les permissions, donc ses congés, ses souhaits d'affectation, suivi de ses demandes hiérarchiques, et demain, on espère développer un tableau de bord pour le commandant d'unité. On a aussi expérimenté les RPA, donc les automates, pour tout ce qui est process chronophage, process répétitive. Donc on en a 3 qui ont été développés, on en a 14 qui vont être développés pour libérer du temps RH sur des activités à plus forte plus-value, notamment le dialogue RH avec nos aviateurs. En matière de dialogue RH, un outil a été développé depuis 2019, le système d'information Épervier. Il vient en complément de notre SIRH Orchestra, et c'est l'aviateur qui a la main. Il renseigne son CV, il renseigne la façon dont il voit le parcours qu'il a effectué, les qualités qu'il a développées à la fois au sein de l'institution mais aussi en dehors. On découvre parfois que des gens ont passé des diplômes à l'extérieur. Je me rappelle une anecdote d'un de mes adjudants à l'époque. J'étais une VP, il était responsable des visites périodiques hélicoptères, et en discutant avec lui, je m'étais aperçu qu'il avait passé toutes les qualifs pilote de ligne civile, mais juste par passion et sur ses deniers propres. Mais avec ce système d'information, on est capable de faire émerger des compétences particulières aussi que l'individu a développées, ses aspirations, ce qu'il a envie de faire plus tard, et ce qui nous permet, en complément de notre SIRH, qui permet aux gestionnaires de préparer ses entretiens de carrière avec les individus et aussi d'orienter certains parcours répondant en faisant matcher les besoins de l'institution et les aspirations individuelles. Plus de 20 000 comptes ont été ouverts. Et enfin, on a un chatbot RH qui a été développé, un robot conversationnel avec plus de 1800 questions-réponses qu'on met à jour régulièrement, ouvert H24, 7 jours sur 7, et qui est consulté régulièrement. Nos axes de travail pour l'avenir, on a bien sûr des domaines où on est encore perfectible, c'est de renforcer le pilotage de la simplification au sein de l'armée de l'air, mais surtout davantage, on l'a vu avec la première table ronde, en fédérant les bonnes pratiques. Une base aérienne comme Istres qui a développé certaines très bonnes pratiques, peut-être de les partager et de les développer sur d'autres bases aériennes, mais aussi avec les autres armées. Traiter efficacement les irritants. C'est sûr que les réformes passées, maintenant on a des armées au juste besoin, donc il faut traiter ces irritants, mais il ne faut pas se faire déborder par ces irritants non plus. Donc voilà, donc c'est de prendre les irritants les plus bloquants, on va dire, les plus, limitatifs en termes de travail au quotidien, pour les traiter et trouver les bons leviers en centrale, puis s'ils ne les trouvent pas en local. Il y a un axe de synergie, notamment avec la chaîne innovation. Travailler sur la donnée, travailler aussi sur des cas d'usage sur l'intelligence artificielle. On a commencé, mais on va continuer à le développer. Et enfin, former par l'incitation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, mon général. Je vais maintenant me tourner vers le capitaine de vaisseau, Nicolas Panetier, officier général performance synthèse de l'état-major de la marine. Donc, commandant, la question est extrêmement simple, mais la réponse serait extrêmement dense. Sous quelle considération l'échelon central de la Marine nationale aborde-t-il aujourd'hui cette simplification? Merci Hervé. Je commencerai mon propos en revenant sur quelques constats ou quelques grands déterminants qui marquent la marine, donc qui ne surprendront pas notamment les militaires, mais qui sont assez marquants dans la manière dont on a à conduire ces travaux de simplification. Dans ces adjectifs là qui peuvent qualifier notre armée de mer, on a par exemple le fait que notre marine est destinée à être hauturière. Hauturière, ça se traduit par une alternance terre-mer, par définition. Et ça, par exemple, ça complexifie pas mal nos problèmes de liaison. Et puis ça s'applique à des unités qui vont de la taille du patrouilleur ou à la puissance du porte-avions. Donc forcément, en déclinaison marine, en déclinaison d'unités, on a un certain nombre de contraintes à prendre en compte.
On en a d'autres, on a une RH et une géographie qui nous rationalisent et nous concentrent dans nos ports métropolitains. C'est ni un avantage ni un défaut, c'est une caractéristique en tout cas de notre marine actuelle. On pourrait citer aussi des domaines d'évolution de notre marine qui vont des fonds marins à sous la mer, à sur la mer, à au-dessus de la mer. Donc là, il nous faut encaisser une forme de diversité. Et puis on est une marine aujourd'hui, on espère moderne, donc forcément un peu technique, et notamment nucléaire. Et on voudra bien reconnaître que l'historique, la constitution du domaine de la sécurité nucléaire, par exemple, ce n'est pas immédiatement fongible et immédiatement compatible avec une forme de modernité ou d'élan porté par la modernisation. Donc il nous faut composer sur ces grands déterminants et trouver notre chemin. Voilà. Donc ça, c'était un peu quelques rappels d'une marine ou d'ADN bleu marine. On n'est pas resté sans rien faire. Depuis 2017, l'état-major de la marine et l'échelon central de la marine travaillent à ces sujets. Mais pour être très honnête, on a abordé la question de manière un peu empirique, en état-major constitué. Et on a fait un traitement, je dirais, classique de détermination de déterminants ou d'irritants qui devaient être traités. On a conservé au bilan 25 grands sujets en interne, j'ai refait le décompte, qui traitent en liaison avec nos autorités organiques et nos entités métropolitaines et outre-mer, des sujets aussi bien variés que de la RH, de l'équipement, de l'administration, du MCO. Enfin, on balaye notre fonctionnement courant. Mais une des convictions qu'on a acquis notamment cette année, c'est que l'établissement, je dirais, de l'équilibre de cette équation entre détermination d'un irritant, tentative de généralisation ou d'idéation de cet irritant, pour voir un peu ce qu'il en était, traitement en état-major central et bénéfice au bout du bout, effectif et réellement objectivé auprès des forces, reprenant les mots du SEMA ce matin, et bien cette équation, elle était parfois, ou souvent, un peu négative. Voilà, alors je vais citer un exemple un peu négatif. On a eu par exemple une flottille sur une base aéronavale qui se plaignait de ne pas pouvoir acheter le petit accastillage sur des caméras, dont je vais citer la marque, ça ira plus vite, des petits accastillages GoPro, voilà, dont ils avaient besoin. Et ben, en traitement d'état-major, on s'est rendu compte que tout y était en fait, et que c'était un défaut d'information et de mise en place locale. Mais les procédures étaient déjà existantes. Il suffisait juste de les mettre en œuvre. Donc en fait, on n'avait pas un irritant, on avait un défaut d'information et de mise en route locale. Voilà. Donc cette forme d'insatisfaction et de temps perdu aussi pour nous, puisqu'on a pédalé derrière un irritant qui n'en était pas un, nous a incité à reprendre un peu la copie de l'échelon central de la marine et on s'oriente vers 3 grandes lignes de force. Le premier, c'est comme je l'ai dit, l'irritant remonté par les troupes, par les forces combattantes, doit être un minimum objectivé, analysé, faire l'objet d'un véritable travail d'idéation pour ne pas se laisser embarquer sur des fausses bonnes idées ou des fausses bonnes pistes. Donc ça, ce n'est pas un constat nouveau. Et notamment, on évitera quand même le piège d'une numérisation qui est insuffisante en soi. Numériser un irritant, ça ne l'a jamais résolu. Voilà. Et notamment du côté de la marine, on a le cas particulier du RETEX, où on a fait des efforts de numérisation, mais ce n'est pas pour ça qu'on termine la boucle et de réexploitation de ce qui est remonté par nos troupes et qu'on le transforme en modification, je dirais, efficace et efficiente. Voilà. Donc on prendra garde à ça. Pour les cas les plus, je dirais, les plus simples ou qui se traduisent par un point de sortie qui sera une adaptation des cas d'usage, on est convaincu que la solution viendra, je dirais, de nos forces et de la province. Voilà, c'est vraiment les acteurs de terrain qui peuvent gérer au mieux parce qu'ils y sont confrontés, parce qu'ils ont un certain nombre de caractéristiques du quotidien qui sont capables de résoudre ces problèmes. Alors bon, pour faire quelques illustrations, on pourra citer Alphand qui s'est lancé dans des affaires d'allègement administratif, un peu comparable à ce que le général Pagès vient de citer sur des prérequis individuels nécessaires pour des stages ou des affaires de gestion de munitions.
On s'est attaqué en local, là aussi, à des affaires de procédure ou de processus. C'est typiquement le SLM, là, le service logistique de la marine, qui a pris à son compte une forme de traçabilité de ce qui est fait en local. On a des affaires d'organisation. Voilà, les astreintes des forces sous-marines, c'est quand même les sous-mariniers les mieux placés pour déterminer le point de sortie. Ou des affaires de SI. Je ne reviens pas sur ce que Éric Fauquet, le capitaine de frégate Fauquet, vous a présenté sur le SI Aubert. C'est aussi le cas de la DOC chez Alavia. Donc s'il s'agit bien de susciter ces points de sortie et ces solutions, je dirais en délégation auprès de nos forces et au plus près de nos forces, il y a quand même 2 petites précautions. La première, c'est qu'on puisse donner les leviers à ces mêmes forces et à ces mêmes autorités. Et la deuxième, il faut quand même considérer une forme d'agrément de l'échelon central de la marine, agrément entendu comme une forme d'appui et de contrôle. Voilà. Notamment dès qu'on va toucher à des modifications qui ont des conséquences organisationnelles. Et c'est pourquoi c'est, pour les démarches un peu les plus ambitieuses, une réorganisation finalement de l'échelon central de la marine qui a été décidée et normalement annoncée ce matin même par le major général de la marine. Donc sans vouloir le dédire, on va réorganiser l'échelon central de la marine autour de notamment 3 officiers généraux et de 3 cellules dédiées. Une qui est un ingénieur général de l'armement qui va mettre le doigt sur des solutions par les outils. Donc c'est une affaire d'innovation et de prospective. Et puis 2 officiers généraux autour directement du major qui seront chargés de la transformation numérique. Donc le petit nom ce sera ALNUM pour faire original. Transformation digitale et puis la transformation non digitale. Voilà, donc ce sera l'OGT transformation. Et en fait on s'est inspiré notamment de ce qu'on a pu retirer, de ce qu'on a vécu récemment sur la transformation numérique. Dans les grandes lignes de force qui attendent donc l'état-major de la marine pour la rentrée de septembre, ce sera de terminer la constitution d'une équipe dédiée à cette gouvernance de l'EMM sur ces sujets transverses. Ce sera mettre en place une équipe de marque et la préparation des premières XP. Et puis la constitution d'un vivier de spécialistes. On a été un peu échaudé par le double ou triple casquettage d'officiers d'état-major sur ces sujets de simplification qui finalement n'étaient pas assez formés, assez puissants en termes de responsables de conduite de projet ou de manager de projet. Ça devient un métier, c'est compliqué si on veut planter le soc un peu profondément sur des modifications procédurales et organisationnelles. Il faut que ce soit des militaires, enfin des garçons et des filles qui soient formés spécifiquement à ça. C'est pas anodin, il y a des techniques, il y a un certain nombre d'outils qu'il faut s'approprier. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, pour éviter quelques mauvaises surprises, le 3e axe qui sera développé par la marine et par l'échelon central, ce sera de faire un effort sur l'information descendante. On a vu qu'on en avait besoin parfois. Et puis la mise en place d'outils de travail collaboratifs et d'intelligence collective numérique pour réduire un peu les distances et fluidifier ces 3 axes. Voilà Hervé pour ce qui concerne l'appropriation des sujets de simplification par l'échelon central. Merci infiniment commandant. Vous avez parlé de professionnalisation évidemment de la chaîne simplification et de ses ressources. C'est effectivement un point important. C'est une excellente transition vers la task force simplification de l'armée de terre et son chef, le général Giraud. Donc mon général, pour l'armée de terre, qu'est-ce que la singularité militaire? Comment la caractériser? Qu'est-ce qu'elle appelle en termes d'évolution de l'organisation et de simplification? Merci. Merci beaucoup Hervé pour d'abord l'organisation de ce séminaire, de ces assises qui font suite à celui d'octobre. Et derrière cette question, je reviens quand même au propos initial du SEMA. La démarche de simplification, elle est ordonnée à la finalité opérationnelle. Donc la question posée sur la singularité militaire, évidemment, a tout son sens. La singularité militaire, donc on a essayé un petit peu de creuser le sujet. Je reviens sur la vocation des armées, qui est de défendre les intérêts supérieurs de la nation, comprendre
défendre l'existence de la nation. De cet enjeu vital, de cet enjeu existentiel, découlent au moins 3 marqueurs de la singularité militaire, tels qu'on les a compris à la TFS. Le premier marqueur, c'est l'obligation de disponibilité. Le servir en tout lieu, en tout temps. Donc avec des conséquences sur le statut, mais également des conséquences sur le rapport au travail, à rebours de la directive européenne sur le temps de travail. Et également, pour nous, armées de terre, la disponibilité comme la condition sine qua non de la réactivité. 1/3 de la force opérationnelle terrestre est en posture opérationnelle, comprendre, déployer, engager ou en alerte. Deuxième marqueur de la singularité, l'autonomie. C'est cette capacité à agir seul, dans le chaos, avec ses corollaires de polyvalence, de résilience et d'endurance. Et enfin, dernier marqueur, l'approche missionnelle. Et quand je fais un peu d'introspection dans l'armée de terre, cette approche missionnelle, on la trouve du soldat au colon. Le soldat, c'est le code d'honneur du soldat, article 9. La mission est sacrée, tu as conduit jusqu'au bout. Et pour le colonel, dans la formule d'investiture du chef de corps, ça doit te rappeler des souvenirs, Philippe, vous lui obéirez désormais en ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la France. Ces formules nous disent 2 choses. La centralité du commandement, qui est la colonne vertébrale vraiment du fonctionnement des armées en général et de l'armée de terre en particulier, centralité du commandement. Elles nous disent également le commandement par les finalités, le succès des armes de la France, et non par les modalités. Disponibilité, autonomie, approche missionnelle. Comment y parvenir? Donc les 3 pistes, elles ont déjà été évoquées ce matin. Réaffirmer la préséance du chef opérationnel, d'autant qu'on l'a observé, la responsabilisation est un facteur amplificateur de la simplification. Premier axe. Deuxième axe, faire converger les logiques opérationnelles, organiques et de soutien. Lors du Tour de France de la simplification étape Outre-mer, j'ai eu la chance d'observer cette convergence au 9e RIMA et au 3e RUI en Guyane, où toutes les énergies sont tendues vers la finalité opérationnelle, qu'elles portent sur la lutte contre l'orpaillage illégal ou de la protection du centre spatial guyanais, avec les risques que vous ne méconnaissez pas. Approche donc missionnelle, convergence, tendue vers un même but, la finalité opérationnelle. Et enfin, le dernier axe, c'est celui de redonner des leviers aux chefs au contact. Ça a été dit, c'est le choc de confiance souhaité par le ministre vers les chefs de corps, les commandants de base et les commandants de bâtiment. C'est également le choc de simplification du SID qui a été peu ou prou détaillé ce matin. C'est également le mouvement de l'armée de terre pour redonner des leviers aux chefs de corps, y compris sur le sujet de la condition du personnel, avec un impact sur le moral qui a une importance fondamentale. Petits effets, grand impact. Comment est-ce que la TFS inscrit son action, donc la Task Force Simplification? Elle accompagne la transformation de l'armée de terre sur 3 points d'application de sa démarche: les structures, les procédures et la posture ou l'état d'esprit. Les structures. L'armée de terre au contact se transforme vers une armée de terre de combat. C'est une organisation qui est bâtie à travers la finalité de l'engagement opérationnel, avec notamment, parmi un de ses projets emblématiques, l'autonomie des brigades. En matière de procédure, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le commandement par les finalités et non par les modalités. C'est le « je veux », l'intention profondément français, cette articulation intellectuelle qui est profondément française. Le « je veux », c'est le contrôle au résultat et non pas a priori. Commandement par les finalités. Et enfin, sur la posture ou sur l'état d'esprit, celui qui favorise l'audace de faire autrement, celui qui favorise l'initiative étant, je le rappelle, la forme la plus aboutie de la discipline,
tel que l'a défini le général Lagarde, CEMAT de 1975 à 1980. Voilà, donc, en conclusion, Hervé, donc c'était important de rappeler, me semble-t-il, que ces démarches de simplification et de responsabilisation, elles sont ordonnées à la finalité opérationnelle, et pour la Task Force Simplification de l'armée de terre, elle poursuit une double quête, une quête de temps. Je pense que c'est un invariant parmi tous les acteurs de la simplification ici. Une quête de temps, le temps à redonner au chef au contact, à réinvestir dans la préparation opérationnelle pour des combats qui s'annoncent plus durs, et également une quête de sens dans une organisation où chacun reste à sa place, mais où chacun a toute sa place en créant les conditions de la subsidiarité, mais également les conditions de la confiance dans la chaîne de commandement jusqu'au sommet, confiance également dans notre outil de travail, voilà, avec les conséquences que vous imaginez en matière de morale, de force morale, de fidélisation, de cohésion, d'attractivité, bref, également encore d'efficacité opérationnelle. Donc, en 2 mots, les hommes au cœur, le commandement au centre. Voilà, Hervé. Merci mon général, c'était une excellente devise pour terminer cette table ronde. Messieurs officiers généraux, commandants, merci infiniment pour la qualité de vos interventions. Alors, monsieur le commissaire, on peut toujours apprécier les dessins qui nous sont proposés.